Bonjour à tous. Dans cette vidéo, l'équipe de chimie organique va vous présenter les différents points importants de la chiralité et de la stéréoisomérie. On va revenir sur des définitions essentielles de la chiralité et de notions associées. Puis la méthodologie pour déterminer la configuration absolue de molécules. Nous verrons ensuite comment dessiner des énantiomères. Nous terminerons par un exercice d'application. Il faut savoir que deux molécules isomères ont la même formule brute, mais des formules semi-développées et développées différentes. Par exemple, ces deux molécules. On a bien la même formule brute, C7H17N, mais on observe deux formules semi-développées différentes, des groupements méthyl sur la molécule de droite qui ne sont pas présentes sur la molécule de gauche. Les stéréisomères maintenant. Deux stéréisomères ont les mêmes formules brutes, semi-développées et développées, seul leur arrangement spatial diffère. Il est donc important de pouvoir visualiser cet arrangement spatial. Pour voir cet arrangement spatial, on va utiliser la représentation de Cram. Elle permet de représenter les molécules dans l'espace. Les traits fins représentent des liaisons dans le plan de votre écran. L'atome de brome et le groupement CH3 apporté par ces liaisons sont donc dans le plan. Le trait gras représente une liaison en avant du plan de votre écran qui vient vers vous. Le chlore vient donc en avant du plan. Le trait en pointillé représente une liaison en arrière du plan qui s'en va derrière votre écran. L'atome d'hydrogène à son extrémité est donc en arrière. Voici une représentation 3D de notre molécule. Le brome est en haut, en vert foncé, le chlore en vert clair qui vient vers nous, derrière lui l'hydrogène en blanc et le groupement méthyl CH3 apparaît à droite. On voit alors la correspondance avec la représentation de Cram. Des structures chirales sont des objets dont l'image spéculaire, c'est-à-dire leur image à travers un miroir, n'est pas superposable à l'original. Cela signifie que la structure originale et son image spéculaire sont différentes. Voici une paume de main droite et l'image qu'on obtient de cette paume à travers un miroir. C'est une paume de main gauche. Or, mes deux mains ne sont pas superposables car différentes. Elles sont donc chirales. Un objet qui n'a pas d'axe de symétrie est chiral. Une molécule aussi peut être chirale à condition qu'elle n'ait pas d'axe de symétrie et au moins un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone qui porte 4 substituants différents. Cette molécule ne sera donc pas superposable à son image dans un miroir puisqu'elle en est différente. Qu'est-ce qu'un énantiomère? Ce sont deux molécules stéréoisomères qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Voici deux molécules énantiomères. On voit qu'elles ne sont pas superposables, donc différentes, car elles sont chirales. Nous allons maintenant voir comment dessiner des énantiomères en utilisant cet exemple. Il existe deux méthodes équivalentes. Première méthode. Imaginons un miroir au travers duquel nous allons dessiner l'énantiomère de notre modèle. On reproduit les liaisons en imaginant que le miroir est un axe de symétrie. On replace d'abord les liaisons dans le plan, donc l'alcool OH en haut et le méthyl CH3 en bas, dirigés vers le miroir. On dessine ensuite la liaison en avant du plan qui s'éloigne du miroir. Sur la molécule modèle, elle porte l'hydrogène. Sur l'énantiomère, il en est donc de même. On finit par la liaison en pointillé qui s'éloigne du miroir. Elle porte l'amine NH2, comme sur la molécule de gauche. Deuxième méthode. On redessine le même squelette, dans le même sens. On replace les deux liaisons situées dans le plan, c'est-à-dire l'alcool et ensuite le méthyle. Et enfin, on inverse les positions des atomes situés en avant et en arrière du plan, en faisant passer l'hydrogène derrière et l'amine devant. La nomenclature R ou S permet de caractériser la configuration absolue des carbones asymétriques. Celle-ci peut prendre deux formes, soit R, soit S. Si un carbone asymétrique est R, alors son énantiomère sera S. Pour déterminer la configuration absolue d'un carbone, il faut d'abord déterminer un ordre de priorité des substituants qu'il porte. On les légendera alors A, B, C et D. A étant le plus prioritaire et D le moins prioritaire. On fait cela grâce aux règles séquentielles de Kahn, Ingold et Prelog. Ensuite, on étudie le sens de rotation entre les atomes de priorité A, B et C. Nous allons voir les règles permettant de déterminer la priorité des substituants du carbone asymétrique. La première règle est la suivante. Plus le numéro atomique Z d'un atome est grand, plus cet atome est prioritaire. On obtient alors que l'iode est prioritaire sur le brome, qu'il est lui-même sur le chlore, et ainsi de suite. Cet ordre d'atomes est fondamental pour déterminer la configuration absolue. Voici un exemple. On repère tout de suite l'atome le moins prioritaire, l'hydrogène. On lui attribue la lettre D. L'atome le plus prioritaire est le chlore. On lui attribue la lettre A. Le suivant est l'oxygène, donc le substituant alcool OH. On lui attribue la lettre B. Ensuite, on retrouve le carbone, donc le groupement méthyl CH3 qu'on appellera C. Finalement,
Voici l'ordre de priorité. La règle 2 précise que si deux substituants ont le même numéro atomique, pour définir la priorité, on passe d'élément en élément le long de la chaîne, depuis le stéréocentre jusqu'à pouvoir établir la priorité. On voit ici que le carbone asymétrique porte directement deux carbones, entre lesquels on ne peut pas définir de priorité en se servant simplement de la règle 1. La règle 2 nous dit alors de regarder ce que portent ces carbones. L'un porte une fonction alcool OH, l'autre un groupement méthyle CH3. L'oxygène étant prioritaire sur le méthyle d'après la règle 1, voici les priorités. La règle 3 permet de traiter les doubles et les triples liaisons. Il faut les traiter comme si elles étaient saturées, c'est-à-dire qu'on les éclate. Notre carbone asymétrique porte un alcool, qui sera prioritaire, et un hydrogène qui sera le moins prioritaire. Il porte aussi un groupement éthyle et un groupement vinyle, qu'il faut donc départager. On va casser la double liaison en simple liaison. Voici ce qu'on obtient. On va maintenant pouvoir déterminer les priorités à l'aide des règles 1 et 2. À partir du stéréocentre, on a donc un carbone qui porte deux carbones et un autre carbone qui n'en porte qu'un. C'est le groupement B qui est donc prioritaire au C. Voici finalement l'ordre des priorités. La règle 3 permet de traiter les doubles et triples liaisons. Il faut les traiter comme si elles étaient saturées, c'est-à-dire qu'on les éclate. Voici quelques exemples illustratifs. Il y a différentes possibilités. Pour le cas 1, on a une double liaison carbone-carbone. On la considère comme saturée. On rajoute donc une liaison carbone au premier. On obtient alors ceci. C'est la même chose avec une triple liaison, mais cette fois-ci, on rajoute deux liaisons carbone. Après avoir déterminé les priorités, on regarde le sens de rotation pour passer des atomes A, B et ensuite C. Il faut que l'œil soit dans la direction du stéréocentre. Ici, l'atome D est en arrière du plan et le carbone asymétrique dans le plan. L'atome D est donc derrière le carbone asymétrique. Notre œil regarde la molécule dans la bonne direction. On regarde alors le sens de rotation entre les atomes A, B et C. Les flèches tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est donc une configuration S. Voici un autre cas de figure. Notre œil est bien dans la direction du carbone asymétrique puisque l'atome D est derrière. Cette fois-ci, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est donc une configuration R. Ici, l'atome D est en avant du plan et donc en avant du carbone asymétrique. Notre œil n'est donc pas dans la direction de l'atome D. Il faut alors inverser le sens de rotation trouvé. Ici, la configuration sera bien S, même si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Il faut donc retenir que lorsque l'atome D est en avant du plan, il faut inverser le sens de rotation que l'on trouve. Nous allons maintenant voir une propriété des énantiomères, l'activité optique. Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques, à l'exception de leur interaction avec la lumière polarisée plane, c'est-à-dire leur pouvoir rotatoire. Un des énantiomères du couple sera dit dextrogire ou plus, c'est-à-dire que le plan de la lumière polarisée subira une rotation à droite en traversant une solution avec cet énantiomère. L'autre énantiomère sera alors lévogire ou moins, c'est-à-dire qu'il déviera le plan de la lumière à gauche. Attention, il n'y a aucune corrélation entre la configuration absolue R ou S et l'activité optique d'une molécule. Elle peut être R et lévogire, S et dextrogire, ou encore S et lévogire. Nous allons voir maintenant le cas des molécules avec plusieurs carbones asymétriques. Chacun d'eux peut être de configuration absolue R ou S. Il en découle alors une formule permettant de calculer le nombre de stéréisomères possibles en fonction du nombre de carbones asymétriques. Pour n carbones asymétriques, il y a 2 puissance n stéréisomères possibles. Prenons l'exemple d'une molécule avec deux carbones asymétriques, chacun en configuration R. Son énantiomère est SS. On a inversé la configuration absolue de tous les carbones asymétriques de la molécule originale. Cette molécule peut aussi être en configuration RS, son énantiomère sera alors SR. On a deux carbones asymétriques, donc 2 puissance 2, soit 4 stéréoisomères, qu'on retrouve bien ici. RR, SS, SR et RS. Il n'y a pas de relation d'énantiomérie entre les configurations RR et SR,
puisque les configurations absolues de tous les carbones asymétriques n'ont pas été inversées. On les appelle des diastéréoisomères, c'est-à-dire des stéréisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Imaginons le cas particulier dans lequel les deux carbones asymétriques porteraient les mêmes substituants. Les formes RS et SR seraient alors identiques. C'est ce que l'on appelle des formes méso. Il n'y a pas alors 4 stéréisomères, mais 3. Passons à l'exercice d'application. Mettez maintenant sur pause pour avoir le temps de dessiner l'énantiomère et déterminer la configuration absolue de la molécule. On peut dessiner son énantiomère de cette manière, par symétrie, en imaginant le miroir. On peut aussi le dessiner ainsi, en recopiant le squelette dans le même sens et en inversant la position de l'hydrogène et du méthyle, c'est-à-dire en faisant passer l'hydrogène devant et le méthyle derrière. Déterminons maintenant la configuration absolue de cette molécule. Il faut d'abord repérer le carbone asymétrique et attribuer les priorités à ses substituants. Il porte un hydrogène et 3 carbones. On peut déjà dire, grâce à la règle 1, que l'hydrogène est l'atome de priorité D. Pour départager les autres carbones, il faut utiliser la règle 2 et passer d'atome en atome le long de la chaîne. À partir du stéréocentre, le carbone en avant du plan porte 3 hydrogènes, les autres carbones portent chacun un autre carbone. Le méthyle est donc de priorité C. Pour départager les deux groupements restants, on continue à passer d'atome en atome le long de la chaîne. On a d'un côté un groupement carbonyle que l'on éclate selon la règle 3 en diéther, et de l'autre côté, on a un groupement hydroxyle OH. Voilà ce que l'on obtient. On a donc un carbone qui porte 2 oxygènes et un carbone qui porte 1 oxygène. Celui qui porte les 2 oxygènes est donc prioritaire. Voici finalement les priorités des substituants de ce carbone asymétrique. Il faut maintenant regarder dans quel sens tournent les flèches allant des atomes A vers B vers C. Elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'atome D est derrière le carbone asymétrique. Notre œil regarde donc la molécule dans la bonne direction, carbone asymétrique vers atome D. C'est donc une configuration S. Voilà, c'est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en permanence ou sur le forum. Bon courage à tous.